Salut à tous, la semaine dernière vous avez été super nombreux à valider l'idée qu'on aborde un petit peu la météo et ce que je regarde un petit peu quand moi je fais mes navigations, qu'est-ce que j'utilise comme système météo. Avant de commencer, j'aimerais vous donner quelques bases, en fait, quelques bases très simples, vous allez voir, tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un anticyclone et une dépression? Et ça, c'est très important à savoir. Un anticyclone, on pourrait le représenter comme ceci. C'est une différence de pression, hein, des hautes pressions et des basses pressions, comme une colline, sur lequel la molécule d'air va descendre en tournant grâce au phénomène de Coriolis, hein, qui est dû à la rotation de la Terre, et qui descend donc en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle arrive là? Elle se confronte souvent à une dépression qui a un petit peu le même principe sous une forme différente. C'est la dépression qui est beaucoup plus serrée et qui est juste à côté. Donc qui va partir de ce point de jonction vers des pressions beaucoup plus basses. Et donc lorsque la molécule d'air va arriver ici, elle va descendre dans la dépression en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Tout simplement, exactement pareil que lorsqu'on tire la chasse d'eau, on voit la chasse d'eau tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aller s'écouler vers le bas. Donc voici ces deux systèmes. La dépression, elle est très serrée, les vents sont plus forts, et l'anticyclone est beaucoup plus large et surtout beaucoup plus plat, et ça descend, la molécule va donc plus lentement pour descendre à la surface de l'anticyclone jusqu'à la dépression pour accélérer. Le deuxième phénomène météo qu'il faut comprendre lorsqu'on navigue, ce sont des phénomènes qui sont dus aux côtes. Voilà. Le relief a son importance. On imagine une montagne ici et une autre montagne ici. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Lorsque le vent arrive, hein, on imagine voilà, le vent météo dû aux anticyclones et aux dépressions arrive. Lorsqu'il passe entre les montagnes, ça se resserre et c'est pas comme dans les bouchons à Paris où tout le monde s'arrête. Là, il y a les molécules de derrière qui, hors de question de ralentir, continuent à avancer à la même vitesse. Du coup, ici, ça se précipite et ça va donc plus vite. C'est vrai entre deux montagnes, entre deux massifs montagneux, comme on va imaginer, pour parler aux Français, le massif central et les Pyrénées. On a le vent qui arrive ici, il va s'engouffrer entre les deux chaînes de montagnes qui se resserrent à la fin jusqu'à Narbonne et qui va donner la tramontane. C'est pour ça qu'à Narbonne, il y a souvent dans le secteur de Narbonne beaucoup de vent. Narbonne, le 4, il y a toujours beaucoup de vent. Et c'est pareil pour le Mistral, c'est le même principe, mais avec un autre massif montagneux ici, qui est donc les Alpes. Le massif central, ça va s'engouffrer dans la vallée du Rhône pour arriver au bout de l'entonnoir sur Marseille, où ça sera donc le Mistral qui va souffler très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène Venturi. Il y a encore un autre phénomène météo qu'il faut savoir avant d'aborder la météo proprement dite sur nos écrans avec les logiciels. C'est le phénomène thermique. Alors celui-là, il est très simple. C'est une masse d'air chaud qui, en se dilatant, monte. La masse d'air froid s'engouffre dessous. Une fois qu'on sait ça, vous avez vu, c'est très simple. On va passer à la théorie sur nos écrans avec les logiciels météo. Ok, de retour donc sur la table à cartes de Mataiva. Moi, je me sers d'une tablette donc pour regarder la météo. Lorsque j'ai de la connexion donc au mouillage. J'aime beaucoup le site Windy parce qu'on a les isobars en même temps que les animations météo dessus. Et donc on voit clairement les anticyclones avec un H ici par exemple à 1026 hectopascal, c'est high pression. Et les dépressions avec un L,
la haute pression, on a les pressions basses qui sont à 980 ici pour celle-ci. Si on agit le déroulé dans le temps, on voit bien les dépressions et les anticyclones qui se déplacent de l'ouest vers l'est sur l'hémisphère nord. Voilà. Et ça me donne un petit peu ma situation générale. C'est la première chose que je regarde quand je prends la météo, c'est la situation générale. En fait, quand on sait maintenant qu'on a vu ça, comment ça fonctionne un anticyclone et comment ça fonctionne une dépression, on arrive à interpréter maintenant ce qui se passe à l'écran. Ensuite, pour les phénomènes plus locaux, c'est vrai que j'aime bien un autre logiciel et puis ça me permet de confronter un petit peu aussi les différents avis. C'est PredictWind. Hop, 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 attends. On n'a pas parlé des modèles météo. Par exemple ici, sur PredictWind, il y a plusieurs modèles météo. Là, on parlait des logiciels, mais ces logiciels se servent de modèles météo et il y en a plusieurs. Sur PredictWind, ils ont leur propre modèle météo, PWG, PWE, pour les zones globales ou Europe. Les plus connus sont GFS ou ECMWF. Sur la zone dans laquelle on a navigué, GFS sont très proches de la vérité et ECMWF ont tendance à surestimer un petit peu plus le vent. Et souvent je me sers de ECMWF, mais en règle générale, je les compare toujours. C'est-à-dire que ce soit sur Windy ou sur PredictWind, je compare ces deux modèles météo, GFS et le ECMWF. Quand ils sont d'accord, je peux me dire que la météo est fiable. Quand ils ne sont pas d'accord, là je peux commencer à me méfier. PredictWind qui a une très jolie animation, un peu pareil que sur Windy, mais un petit peu plus fluide. Quand je fais avancer le déroulé, vous voyez, c'est plus fluide. Donc voilà. Ça, je m'en sers pour les phénomènes un peu plus locaux. Et là, vous voyez très très bien ce que je disais tout à l'heure. On voit des îles, donc la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie. Sous le vent des îles, évidemment, eh bien, moins de vent puisque c'est abrité par les montagnes. Mais entre les îles, le vent qui accélère. Donc si on navigue sous le vent des îles, donc ici à l'ouest, puisque le vent vient de l'est, si on navigue sous le vent des îles, on voit très bien qu'on va être confronté à des zones avec beaucoup de vent entre les îles et des zones avec peu de vent à l'abri des montagnes. Et dans une même île, il peut y avoir deux montagnes. Il y a aussi ce phénomène Venturi. Donc vous voyez comment on passe d'un savoir général, anticyclone et dépression, comment se crée le vent au niveau global, et puis ensuite, vous voyez la répercussion que ça peut avoir ici sur des phénomènes plus locaux. Et c'est comme ça qu'on peut prévoir à quel moment je vais partir. Par exemple, si la semaine dernière, j'ai voulu faire Martinique jusqu'à Marie-Galante, il m'a fallu passer la Dominique. C'est comme ça que j'ai fait mes choix de passer soit au vent de la Dominique, soit sous le vent. J'ai préféré à ce moment-là passer sous le vent parce que les conditions météo étaient plus favorables. Et parce qu'il y a une chose à regarder aussi qui est très importante, parce qu'on ne regarde pas que le vent quand on regarde la météo, c'est aussi les vagues. Donc on regarde la carte des vagues. Et on voit très bien que c'est en rapport évidemment avec le vent, puisque la vague se forme avec le vent. Et ce qui est très important de regarder dans les vagues, c'est leur hauteur. Ici on a 2,30 m, mais c'est aussi leur période. Et ça change tout. La période, c'est tout simplement entre une vague et une autre vague, il se passe un temps. Ici, on a 7 secondes une entre deux vagues de 2,30 m. Donc une vague qui ferait 2,30 m, qui arrive à ce niveau-là. Et une autre vague à 2,30 m, qui arrive au même niveau. Vous voyez bien, entre les deux, c'est ce qu'on appelle le creux, 2,30 m. Si c'est rapproché, eh bien ça fait des creux très serrés.
Donc là, c'est mauvaise limonade pour le bateau. Si la période est plus longue, pour la même hauteur de vague, vous voyez, tac, ça fait des pentes beaucoup plus douces. Et ça change tout en navigation. Donc on regarde la hauteur et la période. Et ça, c'est quand je suis au mouillage. Maintenant, quand je suis en navigation longue, donc là, évidemment, hein, quand je fais une petite traversée, j'ai pas besoin, je prends la météo avant de partir et je sais ce qui va m'arriver à un jour ou deux de l'arrivée. Je sais ce qui va se passer sur tout le long du parcours. Par contre, si je fais des traversées beaucoup plus longues, comme la traversée de l'Atlantique, nous avons utilisé l'Iridium Go. L'Iridium Go, c'est ce petit appareil-là. C'est simplement une connexion satellite, donc autonome. Quand on n'a plus de réseau, c'est lui qui sert de réseau, donc il va capter directement les satellites. L'Iridium Go, il y a plusieurs forfaits. Donc il y a des forfaits avec des unités, hein, ça marche exactement comme les portables, avec des durées limitées. Donc plus on télécharge de data, c'est décompté de votre forfait. Et il y a des forfaits illimités, c'est celui qu'on a pris, où là vous pouvez télécharger autant de fois et aussi gros que vous voulez, c'est en illimité, quoi. Et pour lire ces informations là, je me suis servi donc de PredictWind. Donc j'ai pris un abonnement à PredictWind avec un logiciel un peu spécial. C'est pas le même que celui normal, c'est un autre, mais qui a la même forme. Et tout simplement, on sélectionne une zone sur laquelle on veut la météo et puis on la télécharge. Donc à plusieurs jours, on a le choix de pouvoir prendre 7 jours de météo. Donc le fichier sera plus grand, ou 3 jours. Là c'était le cas par exemple pour l'arrivée de la Transat. Quand on est arrivé proche des côtes, je voulais avoir un petit peu les phénomènes locaux. Donc j'ai pris une zone plus petite avec un temps plus court. Voilà, tout simplement. Donc c'est moins de data, c'est plus rapide à télécharger. Quant à mon avis sur la pertinence d'avoir un Iridium Go en illimité, parce que ça coûte quand même assez cher, si on cumule l'abonnement de l'Iridium plus l'abonnement de PredictWind, on arrive à 170 ou 180 euros par mois pour avoir la météo en illimité lors de ces traversées. Ça coûte cher, donc il faut bien réfléchir à savoir si c'est pertinent ou pas. Sur la traversée, il faut savoir que grâce à l'Iridium aussi, j'ai pu communiquer avec Luc Emmanuel qui était aux Canaries et qui utilisait un autre logiciel pour confronter un petit peu ce que moi je recevais et ce que lui il avait à terre pour choisir ma route. Et je pense que c'est pas pertinent d'avoir un Iridium pour faire un choix de routage, parce que une fois qu'on est lancé, donc c'est bien, on a pris la météo à terre et on se lance sur la traversée, on se dit bon là c'est bon, il y a une bonne fenêtre. Mais on a la météo que sur une semaine, or la traversée, elle fait à peu près 3 semaines. Donc on sait ce qui va se passer sur le premier tiers à peu près, parce que plus on va dans le temps, moins la météo est précise. Et donc on a comme support l'Iridium, et là on va pouvoir continuer jour après jour à avoir de la météo. Donc ça va nous donner un petit peu la situation générale, si je prends de gros fichiers, sur l'évolution des anticyclones et des dépressions. Par exemple, on voit que là, juste à la sortie du Cap Vert, on a une zone de pétrole qui va arriver. Donc très bien, si j'ai ma météo via l'Iridium et que je vois arriver cette zone de pétrole, je peux être amené à me dire, bon ben, très bien, je ne vais pas descendre plus au sud, je vais faire un cap plus au nord pour éviter cette zone de pétrole. Sauf que on n'est pas assez rapide par rapport à l'évolution de la météo. Un anticyclone est beaucoup plus rapide que votre bateau et du coup on n'a pas le temps de se placer. C'est pas vrai. Moi j'ai essayé, on a pris ce qu'on a pris et puis voilà. Surtout que la météo, non seulement elle n'est pas fiable à 100%, c'est une science inexacte, et en plus c'est pas complètement précis, et il faut savoir que sur de telles distances on n'a pas le temps d'aller éviter une dépression ou bénéficier d'un vent plus fort en allant se placer, etc. C'est peut-être valable en course parce que les bateaux sont rapides, mais en transat, en voyage,
avec des bateaux plus lents qui vont à 5-6 nœuds. Non, c'est pas... Là où il y a un avantage, c'est de savoir ce qui va nous arriver. Parce que ce qui nous arrivera, arrivera. Et puis c'est tout. Voilà, on le prendra. Moi je dis que la route la plus courte, c'est toujours la plus droite. Si j'avais à refaire, j'irais tout droit. Voilà. Maintenant, ce que l'Iridium m'aurait apporté, c'est de savoir quelle voile je vais mettre et d'anticiper un petit peu des vents plus forts qui vont arriver ou des vents plus faibles. Mais c'est tout. Donc après, ça va être à chacun de savoir si c'est vraiment utile d'avoir un Iridium ou pas. Est-ce qu'on a envie de mettre 170 € le mois pour avoir un Iridium pendant son voyage, juste pour ça? Ça peut l'être, ça permet d'anticiper, mais ça permet pas en tout cas de faire un routage. Moi je le déconseille, même en ayant eu, grâce à Luc Emmanuel, un appui terrestre, donc avec d'autres fichiers météo, j'ai rien pu éviter. J'ai fait des routes plus ou moins au sud, plus ou moins au nord, et on est quand même allé dans du gros temps. On a quand même eu des temps de pétrole. On n'a pas eu le temps d'éviter ce qui allait nous arriver. Donc finalement, j'aurais fait une route droite, ça aurait été plus rapide. Voilà brièvement mon avis sur l'Iridium Go et tous les autres systèmes, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres avec des forfaits différents. Si c'était à refaire, je reprendrais, parce que je trouve ça assez confortable quand même d'avoir une confirmation météorologique sur ce qui va m'arriver demain. Voilà, parce que à 3 jours, on ne sait pas, c'est pas suffisamment précis. Mais demain, on peut savoir avec l'Iridium Go ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais prendre 20 ou 30 nœuds? Voilà. Donc je reprendrai l'Iridium Go, mais seulement pour la période, parce que depuis le début du voyage, on payait l'abonnement. Alors ça nous a servi lorsqu'on a descendu la côte espagnole, mais on aurait pu s'en passer parce que finalement, on n'était pas suffisamment loin des côtes pour ne plus avoir de réseau. Ça nous a servi lors de la traversée Gibraltar-Canaries, où là on était loin des côtes et effectivement ça a servi, mais on a fait une route droite de toute façon. On a juste pu voir si le vent était plus ou moins fort au lendemain. Ça nous a servi entre les Canaries et le Cap-Vert. Ça nous a servi sur la Transat. En gros, ça nous a servi 5 semaines. 5 semaines, on a payé 5 mois d'abonnement pour 5 semaines de navigation. Donc c'est très très cher finalement. Le fichier météo devient très très cher. Donc c'est une réflexion que chacun doit avoir en son âme et conscience, et surtout en tenant compte de son portefeuille. Et évidemment, si vous avez un budget limité, allez-y quoi. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez me mettre un petit commentaire si vous avez besoin d'autres ressources en météo, parce que j'ai essayé de faire le plus concis possible et le plus clair possible. On peut évidemment aller dans les détails de la météo à l'infini, puisque de toute façon c'est une science inexacte la météo. Abonnez-vous si jamais ça vous a plu. Vous verrez que sur notre chaîne on aborde un petit peu tous les sujets. Il y a de la navigation, il y a de la visite, et puis comment on a abordé un petit peu tout ce parcours là. Ciao ciao les amis.